Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'entonnoir du Bitcoin numéro 63. Je suis aujourd'hui avec Fanny, Théo Mogenet, John Onchain pour vous apporter les dernières news de notre écosystème. Dans cet épisode, on va parler pas mal économie et finance parce que si vous avez loupé les dernières news, il y a eu la faillite d'une grosse banque aux États-Unis vendredi dernier. Les conséquences de cette faillite sont encore non mesurables. Et durant tout le week-end, on a eu rebondissement sur rebondissement suite à cette faillite. On parle bien d'une banque qui est la 16e plus grosse aux US, qui est du coup une faillite à hauteur de 210 milliards. Pour donner une idée, c'est la 3e plus grosse faillite de l'histoire des États-Unis. Et forcément, s'il n'y a pas d'argent, il y a toutes les personnes qui ont mis leur argent là-bas, donc énormément de sociétés, surtout dans la tech, la Silicon Valley, des investisseurs, des VC, qui n'ont plus accès à cet argent. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer lundi quand le marché et les banques vont ouvrir? Va-t-on avoir le droit à un joli bail-out du Trésor américain pour montrer que l'économie est forte? Parce que finalement, ils ne vont pas bail-out cette banque pour montrer qu'ils vont pas bail-out tout le monde. On va essayer de vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, les conséquences réelles pour essayer d'avoir toutes les cartes en main. Quand lundi, ça va être le bordel, au moins vous pourrez être le gars smart dans la famille qui a compris un petit peu ce qui se passe. Suite à cette faillite de SVB, il y a également eu un dépeg du stablecoin USDC ce week-end qui est descendu pendant plus de 24 heures à 0,90 US, donc dollars au lieu de 1 dollar, qui a fait encore plus de mouvements de panique, donc plus spécifiquement du coup dans les cryptos. J'avoue que Bitcoin, du coup, nous, on n'est pas trop infectés parce que un Bitcoin, ça reste un Bitcoin. Mais on va rapidement en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de FUD ou de misinformations. Est-ce qu'on est sur un scénario comme UST ou pas? Est-ce que c'est safe d'être dans des stablecoins centralisés par des banques américaines? Bref, on va essayer d'avoir une petite discussion là-dessus. Et enfin, donc ça c'est quand même un gros sujet, soyons honnêtes. Et après, les deuxièmes sujets, ce sera plus des discussions libres et quelques news lightning, avec par exemple des nouveautés sur Ordinal qui permettraient de créer des tokens style ERC20 sur Bitcoin via Ordinal, et également des nouvelles petites améliorations sur Lightning avec des systèmes de split paiement pour qu'en une seule transaction chain, énormément de rebalancing ou de création de canaux soit fait. Si j'ai bien compris, on laissera les experts parler de ces sujets. Du coup, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec la faillite de SVB, donc Silicon Valley Bank. Pour l'occasion, on a Théo Mogenet, que on va quand même présenter, mais qui est un prof de l'Académie des coûts Bitcoin, qui a créé Icon 201 sur l'économie autrichienne et qui est un peu bon, notre expert. On aime bien quand il parle économie, finance et qui démonte les banques. Du coup, Théo, je propose qu'on commence par peut-être réexpliquer comment, en 5 minutes, le système bancaire fonctionne. Qu'est-ce que c'est peut-être un bond du Trésor américain 10 ans? Et finalement, donc cette faillite qui a été principalement quand même générée par la hausse des taux des banques centrales, soyons réalistes, s'est produite. Je te laisse la parole, sinon c'est moi qui me lance, tu me dis. Mais ça me va. Merci Rudy. Salut à tous. Ouais, du coup, je pense que le plus simple pour comprendre ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank, c'est de le regarder en fait d'un point de vue bilanciel, donc de regarder comment la banque était structurée financièrement. Donc pour ça, il faut juste capter que toutes les entreprises dans le monde, elles ont un bilan qui est représenté par deux grandes catégories, un actif et un passif. Dans l'actif, il y a leurs avoirs, entre guillemets, ce qu'elles possèdent, les machines, leurs propriétés intellectuelles, tout ça, et éventuellement des titres financiers, enfin tout ce qui augmente leur valeur, entre guillemets, et un passif qui représente l'endroit d'où est venu finalement le financement qui a permis de constituer cet actif. Donc l'argent investi par les fondateurs, par des investisseurs par la suite, éventuellement de la dette auprès d'une banque et éventuellement des financements sous forme d'émissions d'obligations ou ce genre de choses-là. Quand il s'agit donc toutes les entreprises dans notre économie, elles sont structurées comme ça. Quand il s'agit des banques, en fait, leur bilan est d'une certaine manière un peu miroir. Il est inversé par rapport aux autres entreprises. C'est-à-dire que quand on regarde leurs actifs, ce qu'on voit dedans, c'est le reste du passif de l'économie, dans le sens où c'est tout l'argent qui a été prêté par la banque auprès d'entreprises, de ménages, pour des raisons diverses et variées, et qui, pour la banque, représente un actif, parce que finalement, c'est une dette que le client va rembourser avec des intérêts. Donc, pour elle, c'est un titre financier qui a une valeur et qui constitue du coup son actif.
Et à l'inverse, du côté du passif, on a les dépôts des clients en grande partie, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que finalement, quand vous déposez votre argent à la banque, d'un point de vue comptable, pour elle, c'est un peu comme si vous lui prêtiez de l'argent. Et ensuite, lorsque vous allez retirer un distributeur ou le demander de faire un paiement, elle va le transférer à une autre institution bancaire ou vous donner du cash si vous faites un retrait ou un paiement. Et la différence entre la valeur de l'actif et la valeur du passif, c'est l'equity, c'est les fonds propres de la banque. Et par définition, une banque ne peut pas avoir des fonds propres négatifs. Si elle a des fonds propres négatifs, on dit qu'elle est en faillite. Et c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. La raison pour laquelle Silicon Valley Bank s'est retrouvée en faillite, en gros, elle est double. D'une part, c'est à cause de la remontée des taux, et d'autre part, c'est parce que les gens qui géraient cette banque étaient plus ou moins des pitres, vu ce qu'ils ont fait. Pour le dire le plus simplement possible, en gros, ils se sont retrouvés dans une situation où, à peu près dans le même temps, donc durant l'année 2022, leur passif, leur actif a énormément baissé, au même moment que leur passif, qui était très élevé, s'est retrouvé à baisser aussi parce que de la liquidité partait et allait à être retirée en cash, mais surtout majoritairement allait circuler vers d'autres institutions financières au fur et à mesure que les clients de cette banque faisaient des paiements. Comme l'a indiqué Roxy en introduction, c'est une banque qui bancarisait essentiellement le monde VC de la Silicon Valley. Donc, faut s'imaginer que les comptes qu'il y avait là-bas, c'est beaucoup de comptes entreprises, 65 000 entreprises environ, qui sont des entreprises dans la tech, qui vont de la start-up à la très très grosse boîte potentiellement cotée. Il y a également beaucoup d'entreprises crypto qui avaient leurs fonds là-bas et beaucoup de VC crypto, comme Andersen Horowitz, parmi les plus connus, qui utilisaient cette banque comme institution financière principale. Et en fait, du coup, il se trouve que lorsque il y a eu le Covid et puis ensuite le rebond des marchés financiers, notamment l'idée par les valeurs technologiques, il y a énormément d'argent qui a afflué dans le monde VC pour financer des startups tech dont les valorisations s'étaient envolées. Et donc, à ce moment-là, en 2020-2021, je ne sais pas si vous vous rappelez, et c'était aussi notamment le cas dans la crypto, beaucoup d'entreprises ont levé énormément d'argent avec des rounds qui atteignaient des records. Et donc ça, d'un point de vue plomberie dans le système financier, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont filé de l'argent à ces fonds de VC. Ces fonds de VC, ils ont mis ces dépôts dans cette banque et ensuite, ils l'ont filé à des entreprises qui finançaient, qui avaient des comptes aussi dans cette banque. Et donc, de cette manière-là, la banque Silicon Valley Bank, ils ont vu leurs dépôts augmenter très, très rapidement en 2020-2021. Le problème, c'est que dans le même laps de temps, ils ne pouvaient pas faire augmenter leur boucle de prêts, c'est-à-dire les prêts qu'ils allaient faire à des entreprises, aussi rapidement. Donc, en attendant, parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à prêter des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars aussi rapidement, ils ont décidé de détenir des securities, donc des titres financiers, qui se voulaient le plus sécurisé et le plus liquide possible pour faire en sorte que si jamais certaines de ces entreprises cherchaient à retirer leurs fonds ou faisaient des paiements importants au fur et à mesure qu'elles se développaient, elles ne se retrouveraient pas dans une situation où elles seraient illiquides et où elles ne pourraient pas effectuer ces paiements pour le compte de leurs clients. Et donc, les gérants de cette banque ont acheté énormément de bons du Trésor américain à 10 ans, et le à 10 ans est un point très important ici, et également des titres de créances hypothécaires, donc des titres gagés par des baraques, en gros, des prêts hypothécaires structurés et gagés par des baraques. C'est pas très important. On veut les considérer quasiment comme des bons du Trésor américain ici parce que dans la dynamique de ce qui s'est passé, ça va produire exactement les mêmes effets. Et donc, pour reprendre l'explication, lorsque à partir de 2021, fin 2020, début 2021, la Fédérale Réserve a commencé à remonter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, ce dont tout le monde se rappelle, je suppose. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, toutes ces startups en question qui avaient le vent en poupe et qui avaient levé énormément d'argent dans des rounds avec des valorisations records à l'époque, se sont retrouvées à avoir dépensé beaucoup de ce capital et ont dû en plus faire face à de l'inflation et donc ont essayé de chercher à lever également des fonds ou à lever de nouveau des fonds quand c'était les mêmes structures. Sauf qu'à ce moment-là, vu que les marchés avaient pas mal baissé, que les valorisations qui servent de référence dans cette industrie-là avaient beaucoup baissé, elles ont fait des rounds où elles levaient un peu moins. Et donc, on se retrouve dans une situation où elles ont beaucoup de burn, donc elles dépensent beaucoup d'argent, et en même temps, elles reçoivent moins en financement. Donc, pour la banque, pour Silicon Valley Bank,
En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de dépôts qui rentrent qu'avant et il y a beaucoup de dépôts qui sortent. Et donc, ça, c'est d'une part ce qui s'est passé sur leur passif. Donc, beaucoup de dépôts qui partent. Et du côté de leur actif, ils avaient acheté des bons du Trésor américain à 10 ans qui, en fait, ont énormément perdu en valeur parce que la remontée des taux, en fait, fait varier la valeur des obligations inversement en termes de direction. C'est-à-dire que quand les taux remontent, le prix des obligations baisse, et quand les taux baissent, le prix des obligations monte. Et en fait, une chose importante à comprendre ici, c'est que plus une obligation a une maturité longue, c'est-à-dire plus l'emprunteur s'est engagé à repayer dans longtemps, plus une remontée des taux va avoir d'effets importants sur son prix. Et ça, c'est juste parce que, en fait, la valeur de l'obligation aujourd'hui dans le présent, c'est la somme de tous les cash flows qu'elle va générer dans le futur, divisé par le taux d'intérêt porté à l'exposant qui représente le point dans le temps auquel le cash flow va être payé. Donc, désolé, c'est très mal expliqué, mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si on me promet de me donner de l'argent dans 10 ans, d'un point de vue financier, d'un point de vue maths financière, ce que ça vaut, c'est la quantité d'argent qu'on va me donner dans 10 ans divisé par 1 plus le taux d'intérêt. Donc là, on va dire par exemple 5% aujourd'hui à la puissance 10. Et donc, si vous êtes un peu matheux, vous comprendrez que plus les taux d'intérêt augmentent, plus le dénominateur dans ce rapport augmente rapidement, et donc moins le rapport lui-même est important, puisque le numérateur reste égal. La somme qu'on va rembourser, c'est toujours la même. Et donc tout ça pour dire que du coup, un bon américain à 10 ans, lorsque on monte les taux de grosso modo 0,5 ou 1 sur le taux à 10 ans jusqu'à 5, comme Powell et la Fédérale Réserve l'ont fait au cours de ces 18 derniers mois, on se retrouve dans une situation où les entreprises, et notamment les institutions financières qui ont beaucoup de taux américains à 10 ans sur leur balance sheet, ont un énorme trou dans la caisse. Et comme j'ai essayé de l'expliquer avant, vu que c'est au même moment où les entreprises qui ont des dépôts dans cette institution financière sont toutes en train de se décapitaliser, de faire beaucoup de paiements, de payer leurs employés, leurs fournisseurs très rapidement pour se développer, et ben, on se retrouve dans une sorte de squeeze où la banque, finalement, au bout d'un moment, n'arrive plus à pouvoir juste effectuer des paiements pour le compte de ses clients, à payer ses obligations, ses intérêts, etc., etc. Et donc, elle se retrouve à devoir vendre des actifs, à se déclarer en faillite parce que son equity est devenue négative. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires là-dedans. Je ne sais pas, Roxy, si tu veux qu'on enchaîne sur... Ouais, non, alors c'est super clair. Du coup, si je vais vraiment le faire le plus simple et bête possible, la banque, elle avait de l'argent, elle a mis l'argent dans la dette américaine à 10 ans à un taux d'intérêt à 1%. Et souvent, on dit qu'un bon du trésor 10 ans, c'est l'endroit le plus moins risqué, enfin c'est l'endroit le moins risqué au monde, parce que c'est un peu un risque free. Le marché le considère comme quelque chose d'extrêmement safe. Du coup, ils avaient mis leur thune là-dedans, sauf qu'avec la remontée des taux, finalement, cet investissement qui se voulait très liquide et très safe ne s'avère pas l'être du tout. Et aujourd'hui, ils ont été obligés de liquider ça à une valeur qui est bien moindre que ce qu'ils pensaient, simplement parce que les taux augmentaient comme Théo l'a expliqué. Juste, si je peux juste ajouter un truc, parce que j'ai expliqué que c'était un peu des pitres, les mecs qui géraient des banques au début. Ils se sont pas edge. Ils se sont pas edge. C'est des cons. Cette ascension, c'est effectivement donc la manière classique dont une banque gérerait ce genre de problème, parce que ça arrive tout le temps à toutes les banques, tous les jours, hein, d'avoir ce genre de problème. Et c'est leur métier, c'est le fondement vraiment de leur métier de gérer ce qu'on appelle des duration et des liquidity mismatch. Donc c'est exactement ça. En général, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des titres financiers à court terme. Elles prennent par exemple de la dette américaine, mais à 3 semaines, à 3 mois, à 1 an maximum. Et ensuite, elles la font rouler. Parce que, étant donné que la maturité de cette dette-là est très courte, même si entre-temps les taux remontent de 1% parce qu'il y a beaucoup d'inflation, ou s'il y a un nouveau 9/11 ou n'importe quoi, et ben à ce moment-là, la valeur notionnelle de ces titres est pas beaucoup impactée, parce qu'ils vont arriver à maturité bientôt. Vous allez récupérer l'argent que vous avez prêté, et du coup, ça n'a pas énormément d'influence. À l'inverse, si vous êtes bloqué sur des titres qui ont une maturité à 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme c'était le cas ici, bah, en fait, vous êtes bloqué dans votre investissement. Et du coup, parce que cette duration est très importante, la valeur du titre est très impactée. Et normalement, si vous prenez ce risque-là, parce que c'est un risque important sur le balance sheet, comme le disait Roxy, vous hedgez.
c'est absolument hallucinant d'avoir des dizaines de milliards investis sur un investissement qui est aussi sensible au taux d'intérêt américain, alors même que la Fed vous dit que de toute manière, elle va les remonter pour combattre l'inflation, et de pas chercher à hedger ce risque. Et du coup, c'est là en fait où une des questions du débat d'aujourd'hui et de en fait qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est est-ce que c'est pas un hasard moral de ces gens? Ils sont incompétents et en fait ils étaient incompétents parce qu'ils savaient que dans tous les cas ils allaient être bail-out. Donc il y a aussi cette notion de bon bah en fait ils ont mal fait leur taf, mais parce qu'ils savent que au pire il y a l'argent magique qui va les sauver. Et donc bon, on va en parler un petit peu après. Il semblerait qu'il n'y aurait pas d'argent magique, même s'il y en aura quand même. Mais donc il y a aussi toute cette problématique de, en fait, ils ont très très mal géré eux-mêmes leurs finances parce qu'ils avaient des avantages en fait en comptabilité à pas le faire. Et donc ils ont un peu tous, ils ont volontairement pris cette décision. Peut-être chose importante à préciser par rapport à cette banque, il y a deux trois petits points. Bon, alors vous allez voir partout sur les réseaux sociaux que les actionnaires, le CEO, le CFO, le CTO ont vendu des belles parties quand même de leurs actions de la banque dans les 2 dernières semaines. On parle de entre 20 et 35, voire 40% de leurs actions qui est bien comprendre qu'il y a une question de moralité qui se passe également là-dessus. Du coup, pour la timeline, l'enregistrement, il marche? Oui. Ok. Pour la time, la banque qui a déclaré faillite, ça a été pris en charge par le FDIC, qui est en gros un organisme américain pour gérer ce genre de problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme a dit Théo, cette banque était spécialisée plus entreprise, VC, gros fonds. Aux US, il y a quelque chose qui s'appelle un dépôt garanti, on va dire, qui était à hauteur de 250 000 euros. C'est-à-dire que si jamais votre banque fait faillite, vous avez une sorte d'assurance pour tout ce qui est en dessous de 250 000 euros. Le problème, c'est que dans cette banque, il y avait très, très, très peu de personnes qui étaient avec des comptes en dessous de 250 000 euros. Vous en doutez bien, on parle quand même du monde de VC tech américain de Silicon Valley. Et c'est pas que aux US, hein, je veux dire, il y a 200 sociétés en Angleterre, j'imagine qu'il y en a aussi en France, il y en a partout dans le monde. Hein. Et du coup, sur en gros 173 milliards d'actifs, il y en a 150 qui ne sont pas assurés. Il y a même d'ailleurs que 4,8 milliards qui sont assurés. Ce qui signifie que, grosso modo, demain, si la Banque centrale américaine, le Trésor ne décide pas d'intervenir, s'il n'y a pas une injection massive de liquidités, lundi, c'est 70 000 boîtes qui ne trouvent pas leur argent, qui ne peuvent pas payer les salaires, qui ne peuvent pas payer leurs fournisseurs, qui ne peuvent pas payer non plus l'impôt américain, et donc qui vont virer tout le monde, se mettre en redressement, essayer de se sauver le cul et essayer de survivre. Là-dessus, on peut rajouter que du coup, il y a un effet de contamination globale qui se crée, hein, vu que comme cette banque avait beaucoup d'argent de beaucoup de monde, tous les petits vont pas non plus trouver leur argent et donc il y aura un effet réseau. En plus de cet effet réseau, on peut imaginer qu'il y a une perte de confiance plus globale dans le système bancaire et que finalement, beaucoup d'autres personnes vont retirer massivement leur argent des autres banques qui sont pas directement reliées, du moins a priori aujourd'hui, ce qui crée des bank runs répétés à peu près dans toutes les institutions. Évidemment, ça, les politiciens, ils en veulent pas. Mais en même temps, on a eu news récemment, genre il y a 2 heures à peu près, hein, donc faut savoir qu'on est assez chaud là dans le sujet. Il y a 2 heures, la secrétaire du Trésor américain, si je dis pas d'erreur sur son titre, c'est bien ça Ouais. Ouais. Ginny, qui a dit qu'il n'y aurait pas de bail-out parce qu'elle ne veut pas répliquer ce qui s'est passé en 2008 et d'essayer de sauver les mauvais acteurs. Néanmoins, elle a quand même dit qu'il fallait trouver une solution pour donner l'argent à tous les débiteurs. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui avaient leur argent là-bas, toutes les sociétés qui lundi vont pas pouvoir payer les salaires et être dans la merde, eux, ils doivent quand même récupérer leur argent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assurance et qu'il n'y a pas de fonds de garantie quelque part qui était prévu pour eux. Donc c'est comme si d'un coup il y avait un trou de 150 milliards qu'il faut combler d'ici lundi. Donc les possibilités sont assez nombreuses, mais quand même limitées parce que va les trouver les 150 milliards en 24 heures. Du coup, ça va être des aides de participation d'autres banques, JP Morgan, des gars comme ça, une intervention directe de l'État avec de l'argent magique. Ça peut être simplement laisser le système s'écrouler, mais ça n'arrivera pas. Et aujourd'hui, du coup, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de bail-out, qu'ils vont aider, mais ils ne savent pas comment. Et en fait, si d'ici ce soir, américaine, ils n'ont pas donné une sorte de plan concret de sauvetage, la question va vraiment se poser lundi à l'ouverture de est-ce qu'il y a un plan outre le bail-out.
Et dans les deux cas, je te laisse la parole Théo, dans les deux cas, en fait, ça va pas bien parce que si c'est un bail-out, ça veut dire que finalement, cette banque est incompétente, on la sauve, donc on n'a pas appris de nos erreurs et clairement, on peut pas avoir confiance dans le système. Et tu bail-out pas, tu peux pas avoir dans le système, tu peux pas avoir confiance dans le système non plus. Donc, ils sont plus entre les deux chaises et en ce moment, ils sont en train d'essayer de trouver comment faire. Sachant que du coup, toutes les banques ont de l'argent là-bas, ils sont tous reliés, donc ce sera encore une fois le plus gros qui va manger le plus petit et centraliser davantage le système bancaire. Théo, vas-y. Ouais, non, c'est sur ce point-là que je voulais insister, c'est-à-dire que, enfin, vraiment le truc hyper important, c'est que tous ces dépôts qu'il y avait chez la banque, enfin, ils existent plus du jour au lendemain. Donc, la banque, vous pouvez la laisser faire faillite comme si vous laissiez faire faillite un autre business qui était mal géré. Mais in fine, le problème, c'est que vous avez du coup plein d'agents dans l'économie qui ont leur monnaie qui a disparu. Donc, vous avez une contraction massive de la masse monétaire. Ils payent plus leurs clients, ils n'arrivent plus à payer leurs dettes. Ces dettes, elles appartiennent à d'autres gens qui du coup ont les mêmes problèmes sur leur balance sheet. Et en fait, à partir du moment où vous laissez le truc se propager, genre, enfin, notre économie est tellement leveragée que ça va forcément causer d'énormes problèmes derrière. C'est ce qu'on avait bien vu avec Lehman, même si Lehman était beaucoup plus connectée, beaucoup plus grosse que la banque actuelle là. Et le résumé de Roxy est très bon, c'est-à-dire que le Parti démocrate américain, qui est au pouvoir aujourd'hui, est un peu le cul entre deux chaises, où ils se disent en même temps, voilà, on peut pas bail out cette banque après ce qui s'est passé en 2008, surtout qui plus est une banque de VC de la Silicon Valley, etc. Ça fait un peu Robin des Bons inversé qui prend l'argent public pour donner aux riches. Et en même temps, s'ils font rien, comme le disait Roxy, dès ce soir, quand les marchés de futurs vont ouvrir, ça va être la panique. Et d'ici à demain soir, on risque d'avoir une panique généralisée sur l'ensemble des marchés financiers, notamment parce que l'effet de contagion, même de panique sociale tout court, va être absolument inarrêtable avec cette espèce de système autoprophétique où, parce que tout le monde anticipe que tout le monde va anticiper une panique, il faut que je vende le premier pour pouvoir choper de la liquidité tant qu'il y en a encore. Et ça, c'est exactement ce que les régulateurs chercheraient à éviter normalement. Et en même temps, ils ont déjà promis qu'ils n'allaient pas utiliser la seule solution qui peut vraiment marcher. Et ils n'ont pas envie non plus, d'un point de vue politique, de montrer une attitude qui serait de chronique capitalisme où en gros ils vont bail-out sans aucune conséquence et aucune contrainte. Cette banque qui d'une part était mal gérée et qui d'autre part était la banque de la Silicon Valley, pas de Main Street quoi. Donc pas des Américains qui galèrent et qui sont censés être défendus par le Parti démocrate américain en particulier dans leur vie de tous les jours. Ouais, exactement. Et par rapport à la contagion, il y a un effet assez important qu'il faut comprendre, c'est comment avec le temps ça devient exponentiel. Simplement parce qu'aujourd'hui, pour on va dire couper l'hémorragie, c'est assez simple. Tu bail out une seule banque, t'injectes que 174 milliards et tu donnes la liquidité à toutes les boîtes qui rouvrent demain. Le problème, c'est si tu attends 2 jours, et là c'est un peu le risque qu'on a aujourd'hui parce qu'ils ont toujours pas pris de décision. Dans 2 jours, c'est une autre banque qui se met en dépôt. Et donc là, c'est pas un pack de réinvestissement ou un pack de soutien ou alors un bail-out d'une banque, c'est le bail-out de 2 ou 3 banques. Et en fait, si tu laisses couler une semaine, c'est l'intégralité de l'économie. Donc ils sont obligés d'agir assez vite pour calmer tout de suite. Mais en même temps, s'ils disent qu'ils calment, ça veut dire qu'il y a déjà une panique, donc ils assument qu'il y a une panique, donc ils acceptent. Et ils veulent pas faire ça parce qu'il y a déjà des queues aux US. Bon, après, les queues, attention, on voit des vidéos sur Twitter. Hein, j'avoue qu'on n'a pas la vérité. Mais on peut déjà imaginer qu'il y a un paquet de gens qui vont les retirer leur thune juste par principe. Donc, ils doivent être assez fermes, assez rapidement, sans le laisser couler. Et ça va être compliqué. Sachant il doit avoir une liste de plans par ordre de priorité, en gros, qui est à peu près trouver une autre banque pour racheter SVB de manière à ce que lundi, quand ça réouvre, il n'y ait pas de cessation de paiement. Ensuite, créer un bail-out qui n'est pas qui est un bail-out sauf par le nom, c'est-à-dire essayer de créer un véhicule financier quelconque structuré qui va avoir la garantie de la réserve fédérale ou du Trésor américain qui va avoir l'autorité de pouvoir racheter les assets de la banque ou tout du moins d'émettre des obligations en son nom pour la recapitaliser en urgence, etc. Un truc de ce genre-là, mais ce sera quand c'est un même... bail-out. Hein. C'est un bail-out. Oui, Tu non, peux le mettre comme tu as envie, ça reste un bail-out. non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura quand même cette espèce de danse un peu stupide de, on a dit qu'on ferait pas de bail-out, donc on va faire un bail-out, mais on va l'appeler autrement, et du coup, ce sera pas un bail-out circulaire, rien à voir. Mais tu as raison, c'est exactement ça. Euh, et après, la dernière solution, c'est effectivement, ils attendent de voir
comment ça se passe pour ensuite, finalement, une fois acculé, ne pas avoir le choix que d'annoncer un bail-out ou tout du moins une nationalisation ou enfin quelque chose qui va faire que tous les déposants vont revoir chaque denier qu'ils avaient sur leur compte, quoi. Exactement. Tu voulais Ouais. parler de l'USDC aussi, non? Ouais, je pense qu'on allait faire la transition. J'allais dire, bon, quand on voyait un peu la gravité de la situation, c'est pour ça que personnellement, enfin, on s'en fout un petit peu de l'USDC, quoi. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Donc, si on a bien fait le tour de la banque, peut-être qu'on peut prendre des questions si vous avez une question par rapport à la faillite de la banque en elle-même. Maintenant, on peut après élaborer donc Circles et USDC. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser en bas à gauche. Sinon, je lance un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé avec Circle USDC et à quel point c'est grave. Sachant qu'en fait, tout ce qu'on va dire, c'est de la spéculation parce que grosso modo, s'il n'y a pas de deal, si lundi, ils ont rien fait parce qu'ils pensent que ça va passer tout seul, et si mardi, ils ont toujours rien fait, franchement, le SDT, le SDC, le dernier de nos soucis. Enfin, franchement, c'est pas ça qui est. Alors, peut-être que pour les crypto boys, c'est important, mais si vous avez votre majorité d'argent en Bitcoin, c'est le cadet de votre souci, quoi, ce stablecoin. Donc, bon. Donc allez-y, donc si vous voulez, vous pouvez poser des questions en bas à gauche. Sinon, je fais un petit récap de Circle. On va écouter, hein, let's go. Si j'ai une question. Vas-y, John. C'est rapide. Dans le worst case, si on est positionné sur les marchés US, ça pourrait avoir quoi comme impact? Vraiment le cas le plus mauvais, quoi. Genre, si j'ai des positions sur le Nasdaq ou ce genre de choses. C'est pour un ami, hein. A priori, à court terme, ça peut être que très mauvais. Notamment aussi parce qu'en fait, il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, qui est un peu spécifique et qui n'est pas très discuté sur Twitter, c'est qu'une grande partie des boîtes qui avaient été financées par ces VC, en fait, c'est des fintech qui, en fait, elles-mêmes, en gros, émettent de la monnaie, mais qui est de la monnaie de troisième couche, qui n'est pas exactement du crédit bancaire. Donc, imaginez, pour faire très simple, imaginez genre un Lydia, mais genre américain. Bah, en fait, on a tous des balances Lydia qu'on va utiliser pour rembourser des pizzas à nos potes quand on regarde un match avec eux, enfin, qu'on va utiliser pour une raison ou une autre. On a tous du crédit sur des PayPal, sur des trucs comme ça. Et en fait, tout ça, genre, nous, on l'assimile à de l'argent parce qu'on peut se le faire chargeback sur notre carte bleue et ça revient sur notre compte et on peut l'utiliser ailleurs et tout. Et donc, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Mais en fait, ça, c'est du crédit qui existe que dans le balance sheet de ces boîtes-là. Et elles, ce crédit, il est backé par les dépôts qu'elles avaient dans cette banque. Donc, du coup, en fait, s'il n'y a pas de résolution qui est trouvée et qu'il n'y a pas de bail-out ou toute chose comme ça, bah, même en fait, toutes ces boîtes vont faire faillite et toutes les obligations elles-mêmes qu'elles avaient, tous les dépôts qu'elles avaient, etc., vont faire faillite. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont de ce type-là, qui sont cotées au Nasdaq, qui pourraient se retrouver en fait en faillite du jour au lendemain à cause d'un problème comme ça. Là, encore une fois, c'est worst case scénario hein, par rapport à ta question, parce que là, c'est dans le cas où le gouvernement américain ne fait rien. Par contre, à moyen voire long terme, il y a aussi un argumentaire pour dire, genre, il y a la moitié du secteur tech américain qui va se retrouver genre à crever la dalle et à implorer pour genre avoir de quoi payer ses employés pendant 2 semaines. Et du coup, il y a des grosses boîtes du Nasdaq qui vont pouvoir se consolider énormément et rafler énormément de tech, de propriété intellectuelle, de talent pour absolument rien dans la débâcle. Et du coup, à long terme, c'est hyper bullish pour en fait les 20 boîtes qui représentent genre l'ensemble de la capitalisation du Nasdaq quand tu décomposes l'indice. Donc tous les GAFAM plus quelques gros mastodontes de ce type-là. Ouais, tu pourrais imaginer aussi le scénario où, en fait, bon, là, ils montent les taux et on s'est toujours posé la question. Je pense qu'on a même une interview à deux, Théo, là-dessus sur jusqu'à où ils peuvent remonter leurs taux. Bah, on a un peu une réponse. Hein. Ouais, vous voyez, 5%, c'était la réponse. Ils ont augmenté à 5%. Bah, 5%, il y a la 16e banque du pays qui fait faillite et on est en train de discuter de ça. Donc, on peut aussi se dire, ils vont pas pouvoir augmenter plus parce que, bah, ils savent que chaque petit pourcentage de points qu'ils font en plus, c'est potentiellement une autre banque qui va sauter derrière. Donc, on pourrait imaginer que ce sera également une baisse des taux suite à ça, ou du moins une pause sur la montée qui pourrait permettre au marché de repartir en avant parce qu'ils vont réimprimer beaucoup d'argent. Pour faire simple. Je sais pas si Théo, tu es d'accord avec cette... Enfin, c'est une hypothèse, hein, mais je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, enfin, pour le coup, on en avait parlé effectivement à partir du moment où ils ont commencé à remonter les taux pour combattre l'inflation. J'avais écrit un peu là-dessus aussi. Enfin, honnêtement, si j'avais parié, je pensais même pas qu'il serait arrivé jusqu'à 5%.
il y avait tellement de dettes dans notre économie qu'il y avait bien un truc qui allait break. Et si on vient au début de la conversation, quand on expliquait ce qui se passait avec SVB Bank, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est finalement la plus grosse bulle de toutes, celle des licornes tech, etc., qui en fait est la plus sensible au taux d'intérêt parce que c'est que des boîtes qui ont absolument pas de rentabilité et qui, sur le papier, font énormément de croissance et donc pourraient, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, avoir des cash flows absolument gigantesques dont la valeur présente est rendue énorme lorsque les taux d'intérêt sont bas. Les taux sont montés. Ces gens-là ont commencé à ne plus arriver à lever d'argent, à voir la valorisation baisser, à devoir licencier des employés, etc. Ça s'est répercuté directement au niveau de la plus grosse banque qui bancarisait ces gens-là, alors même qu'elle se faisait cisailler par le deuxième effet de la remontée des taux, qui est la baisse de la valeur des obligations, qui constituait l'essentiel de son balance sheet. Donc c'est d'un point de vue, anecdotique, on parle de Silicon Valley Bank, mais en fait c'est hyper archétypal ce qui s'est passé en termes d'effets financiers et économiques avec la remontée des taux américains. Et d'une certaine manière, c'est pas étonnant que ça se manifeste à ces endroits-là aussi. Le seul truc bien, c'est que c'est pas non plus comme 2008 où toutes les banques sont exposées. C'est vrai que la grande différence avec 2008, c'est que les crédits swap, tout le monde en avait. Donc c'était vraiment une patate chaude mondialisée. Là, c'est un peu différent. Est-ce que ça répond à ta question, John? Est-ce que ton ami va devoir vendre? Je sais pas. Faudrait que je lui demande. Moi, j'y connais rien là-dedans. Tu repars en Bitcoin, c'est safe, il paraît. Ou alors tu te mets en USDC, parce qu'on peut parler de cette USDC maintenant. Ah ouais, ça me paraît une bonne idée, ça, ouais. Ouais, l'USDC, c'est pas mal. L'USDC. L'USDC, du coup, c'est un stablecoin qui est back par l'argent réel. Donc, c'est pas un stablecoin décentralisé, il est back par de l'argent qui est déposé dans une banque, ou du moins détenu par des institutions financières. Ce week-end, on a découvert que du coup, Circle, qui est l'émettrice, on va dire, de ce truc, si je dis pas d'erreur, étaient exposés à SVB pour une partie de leurs réserves. C'est-à-dire que ce stablecoin qui est utilisé dans énormément de protocoles DeFi s'est retrouvé d'un coup avec un trou dans la collatéralisation du token. Donc en gros, ils disaient vous inquiétez pas, on a $1 pour $1 quelque part. En fait, ils ont annoncé du jour au lendemain que ils avaient plus $1 pour $1 parce que il y a une partie de la thune qui s'est envolée avec la banque qui vient de faire faillite. Alors, on parle de 1/7 du cash qu'ils détenaient, sachant que même ça, c'est encore une sous-section. Donc, pour faire plus simple, on va pas s'embêter. Leur $1 qu'ils disaient avoir, c'était de mémoire, du coup, 70% des dettes de l'État, donc des bons du Trésor à court terme, donc moins risquées que celles à 10 ans détenues par SVB, qui sont très liquides. Et le reste, c'était pas de la dette, c'était pas de l'obligation, c'était du cash dans des comptes bancaires. Parmi les différents comptes bancaires qu'ils avaient, il y avait donc 1/7 de mémoire, c'est peut-être 1/5, je suis pas trop sûr de mes notes, qui était du coup dans CSB. Donc c'est cet argent qui manque. Donc il y en a beaucoup de gens qui vont dire sur les réseaux que finalement, au pire, le token vaut 0,90 parce que du coup, il manque 10%. En gros. Donc il y a eu une panique. Alors on parle pas trop de DeFi ici. Vous sentez bien que je suis pas le plus à l'aise, hein. Mais bon, on va quand même essayer de faire au mieux. Du coup, il y a eu un DPEG qui s'est créé parce que beaucoup de personnes se sont mis à vendre massivement leur USDC et donc le prix a chuté jusqu'à 0,90. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent de l'époque avec USD, donc beaucoup de gens ont dit ça va à 0, mais c'est pas les mêmes tokens, c'est pas les mêmes systèmes de colorisation. Bref, il y a un peu le sauve qui peut. Il y a les crypto-traders, influenceurs qui vous disent vas-y, il faut faire all-in frère. C'était les mêmes qui disaient qu'il fallait faire all-in sur USDT. Aujourd'hui, le token a rebondi, Circle communique plus. La question, c'est est-ce que finalement ils vont être bail-out? Parce que s'ils sont bail-out, en gros, ils récupèrent l'argent qui était manquant, donc le token repart à 1, etc. Avant de laisser Théo faire une meilleure explication de ce que j'ai fait, moi, je vais vous dire, franchement, pourquoi, si vous êtes dans Bitcoin et vous cherchez la décentralisation et dire fuck les banques et arrêtez d'être bancarisés, vous allez mettre votre thune dans un stablecoin qui est littéralement vendu comme étant un objet parfait, collatéralisé dans des banques américaines. Je ne comprends pas l'argument de le détenir. Après, c'est peut-être parce que je suis extrémiste avec un Bitcoin égale un Bitcoin, mais je comprends pas le risque que vous prenez à être sur des stablecoins dans ce style-là. Si vous voulez vous hedge, vous prenez des contrats et vous hedgez le prix du Bitcoin. C'est tellement plus simple, c'est moins risqué. Faut juste savoir comment faire. Et au pire, repartez sur du fiat dans votre compte bancaire.
vous dormirez beaucoup mieux parce que la majorité des stables qui vont commencer à chuter ou tomber et qui pourraient même faire des effets dominos. Parce que là, demain, on n'a pas de bail-out. Circle, c'est pas un septième de son cash qui perd, c'est peut-être beaucoup plus. Du coup, après, je sais que le DAI, il est également mis par rapport à une partie du SDC, donc tu vas un effet de contagion dans les stables qui va se créer. Pourquoi prendre autant de risques? J'avoue, ça me perturbe en tant que gestionnaire de fonds. Mais voilà. Théo, je te laisse rattraper mes erreurs. Je pense que c'est juste que avec ton USDC, tu fais entre autres de la défi que tu pourrais pas faire avec tes contrats collatéralisés, je sais pas quoi, hedgés en Bitcoin. C'est juste peut-être pas le même cas d'usage en fait. Ouais, ok. Donc, ouais, bien sûr. Mais dans ce cas, il faut prendre le risque. Et j'avoue que moi, je vois Enfin, je dis pas sauf qu'il peut à 0,9 parce qu'en plus c'était le plus bas. Donc après, même si tu te hedges et tout machin, enfin, t'as toujours un risque de contrepartie in fine qui est pas tout à fait le même, mais quand même quoi. Enfin, c'est pas zéro risque quoi. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi si je voulais du cash, je le mettrais en stable. J'avoue. Théo. Ouais, non, mais c'est en partie là-dessus que je voulais rebondir aussi avec tout le FUD qu'on a eu sur Tether. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que les gens sont en train de réaliser que le seul truc qui est valuable, c'est la censorship resistance. C'est pas le fait que ce soit digital, comme la plupart de ces abrutis le croient. Et genre, bien sûr, les deux USDC et USDT sont incomparables à Bitcoin sur cette dimension-là. Mais à la limite, bon, Tether, c'est des banques offshore, etc. Donc, il y a moins le risque réglementaire américain, il y a moins ce genre de risque-là. Et c'est marrant de voir USDC qui est compromis avant Tether finalement historiquement. Ensuite, l'autre truc, c'est que même si il manque il y a qu'un septième des dépôts qui venaient collatéraliser l'USDC, qui sont à risque via SVB comme l'affirme Circle, et que demain les dépôts vont pouvoir reprendre, etc. Les rédemptions, pardon, vont pouvoir reprendre, etc. Le problème, c'est que même si c'est un septième, ça peut créer une panique qui fasse qu'ils doivent liquider en cascade énormément ou retirer énormément de dépôts pour pouvoir accommoder les rédemptions demandées par leurs clients. Et du coup, c'est pas garanti parce que le trou représente quand même 3 milliards et quelques, si je dis pas de bêtises, qu'ils arrivent à sourcer ce genre de cash en plein milieu d'une panique si jamais ils veulent essayer de rassurer le marché. Et honnêtement, moi, je m'amuserais pas long que ça pour les pouillèmes que ça peut rapporter, parce qu'il y a, je pense, d'un nombre de scénarios non négligeables dans lequel c'est un peu la loi de Murphy et ça se passe pas très bien pour l'USDC. Ouais, non, je suis assez d'accord. Il y avait donc des personnes qui disent, le contre-argument, ce serait à partir du moment où il manque de l'argent, c'est sauf qu'il peut. Et surtout, si tu as un crush de liquidité via leur système bancaire traditionnel, imaginons en fait, comme c'est la banque des VC et des crypto boys qui viennent sauter, ces gens-là, s'il n'y a pas de bailout lundi, ils vont devoir vendre tous les autres actifs qu'ils ont pour survivre. Donc, leur Bitcoin et leur stable et leur crypto. Du coup, c'est un peu une pierre deux coups. C'est où ces gens-là, ils récupèrent leur argent lundi, et dans ce cas, Circle va bien, leur USDC, ça va bien, ou ils la récupèrent pas, et dans ce cas, la première chose qu'ils vendent, c'est l'USDC, parce que c'est comme si c'était un risque en plus des autres. Tu vas peut-être vendre tes bitcoins après, parce que tes bitcoins, ils vont pas, t'as pas besoin d'être le premier à les vendre. Par contre, s'il n'y a pas de bailout ou si tout part en sucette, tu vends d'abord ce qui est détenu par les autres, et tu détiens vraiment les bitcoins. Donc en fait, moi personnellement, je serais eux. Les bitcoins seraient le dernier truc que je vends parce que c'est le seul truc où je sais que, à la limite, j'ai pas de risque qu'il disparaisse, quoi. Il est sur mon wallet, je l'ai. Donc, je vendrai tout le reste avant de devoir vendre les bitcoins, surtout s'ils ont besoin de cash comme ils ont besoin. On avait une question, Théo. Je pense que je vais la poser parce qu'elle est pertinente, je pense, pour les viewers qui auront une question. Une question de Samson. J'ai du mal à comprendre pourquoi les obligations de dette à 10 ans ne sont pas liquides. Outre la partie d'évaluation des taux, personne ne peut les acheter, pour l'interrogation. Les acheteurs font moins de pourcentage sur les 10 ans qu'une autre obligation de dette plus récente. Je te laisse répondre, sinon je la prends, comme tu veux. C'est pas qu'ils sont pas liquides en fait, c'est qu'ils ont perdu quelque chose comme à peu près 40% de leur valeur depuis que SVB a investi dedans. Et donc ils peuvent les vendre, mais en fait, eux, ils voudraient ne pas les vendre, parce que ils les ont achetés beaucoup plus cher que ça. Et du coup, la valeur de leur actif va baisser énormément s'ils doivent effectivement les liquider. Et pour, par exemple, payer leurs déposants au fur et à mesure qu'ils dépensent ou qui font des transactions avec d'autres institutions
Et du coup, enfin, il n'y a pas de, comment dire, la raison pour laquelle ils sont aussi impactés, c'est parce que c'est une promesse de rembourser de l'argent dans longtemps. Et donc, la valeur présente des paiements d'intérêt qui vont être faits à l'année 7, à l'année 8, à l'année 9, à l'année 10, finalement, quand les taux d'intérêt, en fait, sont très élevés, ça représente très peu d'argent aujourd'hui, alors que quand les taux d'intérêt sont très bas, ça représente beaucoup d'argent dans le présent, même si c'est la même somme qui va être payée in fine. Et du coup, c'est des instruments qui sont très sensibles au taux d'intérêt. Donc, ils ont perdu en gros 40% depuis que les taux sont passés de 1 à 5%. Et c'est pas un problème de liquidité, même s'il y a de plus en plus de problèmes de liquidité sur les marchés de treasuries américains. C'est pas un problème de liquidité spécifiquement. Ils peuvent très bien liquider leurs 70 milliards de treasuries aujourd'hui sans, enfin, pas aujourd'hui parce que le marché est fermé, mais demain sans aucun problème. C'est un marché qui peut largement absorber ça. C'est juste qu'ils vendent à perte, en fait. Ça devrait le faire Voilà. simplement. Ils doivent accepter la perte et ils ont refusé de l'accepter. Et puis aujourd'hui, bah, ils n'ont pas le choix. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle de la boîte, à savoir le FDIC, et qui va les liquider d'une façon ou d'une autre. Donc c'est toujours la même chose. De toute façon, toutes les sociétés, tous les traders, ils ratent parce qu'ils sont dans le déni et qu'ils refusent de prendre leurs pertes. C'est le même cycle depuis 500 ans. Faut pas s'inquiéter. Ça changera pas. Ça s'appelle la nature humaine. Est-ce que on a des questions de l'audience par rapport à tout ce petit merdier? Théo, est-ce que tu veux rajouter un point peut-être qui peut être important? Ouais, juste sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, par exemple, si en tout cas il n'y avait pas d'intervention de la Fed en particulier, même si par exemple le Treasuries voulait faire ce que décrit aujourd'hui Janet Yellen, c'est-à-dire finalement de dire bah ok, il n'y aura pas de bailout, mais on va quand même mettre un fonds ou quelque chose en place pour que les clients de la banque puissent avoir du cash qu'ils puissent utiliser pour continuer à payer leurs employés, pour pas qu'il y ait de trous complets, quoi. L'argent sur le compte du Trésor américain, là, ils l'ont à peine, quoi. Enfin, c'est-à-dire que et il y a tout le reste de l'administration américaine qu'il faut payer aussi, quoi. Et tous les programmes qui ont été provisionnés pour lesquels il faut dépenser. Donc, en fait, ça va être popcorn time, à mon avis, hein, et je pense qu'on peut finir là-dessus. Ne serait-ce que, même s'il n'y a pas de panique, de voir la gymnastique politique qui va être inventée aux États-Unis pour justifier un bailout qui ne dit pas son nom. Ouais, ça va être très sympa. Et n'oubliez pas que du coup, toutes les communiqués officiels qu'on vient d'avoir et qu'on va avoir nous disent que le système est fort, bien contrôlé, extrêmement régulé, qu'il faut lui faire confiance et qu'il n'y a aucune panique ou crack. Donc moi, j'ai envie de dire surtout, on terminera peut-être par ne pas paniquer. Une petite nuance importante, la banque SVB était trop petite pour être plus régulée. Dans le sens où en fait, leur fonds de 250 000, tout ça, c'est parce que c'était pas considéré comme une des immenses banques too big to fail. Et donc, il y avait moins de oversight, moins de régulation. Et volontairement, eux, ils voulaient pas être non plus extrêmement gros parce que ça aurait fait beaucoup de regards sur eux. Ou du moins, c'est ce que laisse entendre beaucoup de reviews, d'articles ou de trucs que tu pourrais lire un peu partout. Donc, c'est assez intéressant aussi cette notion de comment les régulateurs finalement vont utiliser cette crise pour nous la mettre à l'envers une deuxième fois. Donc, par exemple, plus de régulation, plus de surveillance. Comme tu disais dans un de tes tweets, Théo, c'est une excellente occasion pour balancer les CBDC. Parce que tu peux très bien justifier un peu de près tout et n'importe quoi avec ça. Puis, entre les crashs récents qu'on a vus de partout et ça, le nombre de régulations qui vont nous foutre sur la gueule vont tomber. D'ailleurs, petite news à part, hein, mais il y a également Biden qui propose du coup de taxer davantage les mineurs de Bitcoin parce qu'ils polluent et c'est des méchants et imposer les plus-values des cryptos parce que why not. Donc on peut vraiment imaginer qu'ils peuvent surfer finalement cette faillite. Alors il faudra être très fort hein, sur ces appuis quand même pour eux, mais ils peuvent en tirer gagnant avec une centralisation encore plus importante du pouvoir, de la régulation et sortir un peu la tête haute. Alors je vois pas comment ils vont faire, mais c'est un scénario complètement possible. Bah, tu connais la phrase de Churchill, you should never let a crisis go to waste, ou quelque chose comme ça. Ouais, exactement, ça va être ça. Enfin, honnêtement, moi, si je suis un peu malicieux, je le vois comme ça, c'est-à-dire que
vous allez voir beaucoup de sirènes chanter qu'avec une CBDC, tout ça n'aurait jamais pu être possible parce que c'est de l'argent directement à la Fed et donc du coup, enfin, on peut pas y avoir d'insolvabilité de la part de cette institution et donc les gens ne peuvent pas être en cessation de paiement, ils peuvent pas perdre leurs moyens d'existence du jour au lendemain, toutes ces entreprises ne peuvent pas faire faillite. Regardez à quel point c'est inefficient ça, il nous faut absolument les CBDC qui vont nous sauver et c'est un peu comme avec tout quoi, si on fait suffisamment peur aux gens, si on les met dans un état de panique suffisamment avancé, au bout d'un moment, ils vont le demander d'eux-mêmes, quoi. Et donc, effectivement, si j'étais pervers, moi, j'utiliserais ça pour essayer de l'accélérer, en tout cas. Mais ils sont de notre côté, ils sont pour le bien du peuple, donc je vois pas pourquoi ils essaieraient de faire ça. Et puis c'est déjà régulé, donc il n'y a pas de risque sismétique dans le système. Sur ce, du coup, je sais pas si quelqu'un a d'autres questions. Je viens de recevoir un message de Fanny qui est du déco, alors qu'on allait passer au sujet Tech Lightning. C'est toujours un plaisir quand ça m'arrive. Théo, en tout cas, merci beaucoup pour l'explication. On va vous mettre quand même un paquet de liens ou d'articles en description ou dans le blog de demain, parce que vous pouvez retrouver des pie charts de la distribution, de comment la banque a fait faillite. Si ça vous intéresse, c'est assez intéressant. Par exemple, prendre cette banque et prendre une autre banque, le premium, il était genre de 0,04. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont choisi cette banque alors qu'ils auraient pu aller dans une autre. Il y a plein de petites questions quand même assez hasardeuses qui se posent. Mais bon, le système est complexe. Ok. Théo, petit mot de la fin, sinon je passe au sujet 2 ou sujet libre. Non, t'inquiète. Merci beaucoup, en tout cas. Puis, j'espère qu'on va se marrer un peu quand même. Ouais, moi, ça va être fun. Moi, je pense qu'ils vont annoncer un truc ce soir, parce que là, déjà, rien que Jeannette qui a dit pas de bail-out, ça fait des échos et des échos et des échos. Je pense que c'était peut-être pas la meilleure façon de communiquer qu'ils ont fait, parce qu'il n'y avait pas de plan. Il y avait juste une annonce de non bail-out, mais sans solution. Donc, vas-y pour la confiance, quoi. Donc, ouais, c'est catastrophique. Ah ouais, non, mais en termes de gestion de crise, pourtant les US ils sont pas trop mauvais. Je veux dire, il y a des mecs que tu payes une blinde pour faire de la gestion de crise, d'où elles balancent juste pas de solution, mais vous inquiétez pas, quoi. Donc on verra. Sachant que à quelle heure ça ouvre les marchés futurs? À minuit, non? Ou 2 heures du matin? En France, ça doit être 23h30 et 1 heure après pour les currency. Un truc comme ça, 23h30 ou minuit 30, je me rappelle plus. Voilà. Petit conseil pour les traders du dimanche, sans conseil financier, si vous n'êtes pas habitué à des jours avec énormément de volatilité et de news, le plus simple c'est de ne pas trader, de regarder et d'analyser pour être prêt la prochaine fois. N'allez pas commencer à attraper des couteaux, n'allez pas faire n'importe quoi, n'allez pas jouer avec vos émotions, n'allez pas changer votre position sans aucune raison logique. Sécurité avant tout et voilà. L'important c'est de pouvoir continuer à jouer demain. Si vous êtes trader évidemment. Mais bon, vous savez que on parle jamais de trading ici. Ok, eh ben écoutez, je vous propose de juste très rapidement faire les petites news lightning que j'avais, sachant qu'en fait, moi j'ai pas eu le temps de les étudier et qu'on n'a pas d'experts, peut-être John pourra en parler. Mais en gros, pour l'info, donc il y avait 2 news qui nous étaient tombées dessus. Premièrement, il y a un proposal pour créer des assets, donc des tokens en fait sur Bitcoin via Ordinal. Donc ça c'est intéressant parce que on avait depuis très longtemps le fameux RGB qui allait le faire, mais qui se tarde d'arriver. On a Taro qui est arrivé et Taro ça va être incroyable, on va pouvoir le faire. Et en fait, d'un coup, Ordinal, il est venu avec le train, il a tout tapé et il a dit vas-y, je te fais des NFT, je te fais un peu près ce que tu as envie, je te fais le café. Et du coup, quelqu'un a trouvé comment créer des tokens sur Bitcoin via Ordinal avec des Binson et quelques lignes de code relativement simples de ce que j'ai cru voir. Ça s'appelle EBS20. Je sais pas, John, si tu es là, si tu peux me sauver, je suis chaud. Sinon, je trouve le lien. BRC20. Et tu sais, tu as regardé un petit peu ou pas du tout? Non, j'ai posé la question il y a 2 heures, mais je vois pas en quoi c'est lié à Lightning par contre. C'est ce que disait Fanny. Il disait que ça l'était moins, même si on pouvait, mais j'ai pas compris comment on pouvait. Et du coup, il disait que la force de Taro resterait quand même dans le système Lightning. Mais Taro qui n'arrive pas plus. Donc c'est un peu cette question. Ce qui est bien, je vais prendre l'avis de Guillaume, parce que maintenant que je connais comment ils répondent tous, c'est facile. Guillaume, il dira, ça crée de la compétition, ça crée un marché beaucoup plus intense et ça va bouger tout le monde à aller le plus vite possible. Parce que Ordinal, lui, a un petit peu secoué tout ça. Ce que je compléterais quand même, c'est que les systèmes soient interopérables sans usine à gaz ou de bridge qui peut se faire plier en deux rapidement. Parce qu'après, ça fait des écosystèmes
trop fermés, trop cloisonnés et qui peuvent pas hériter l'un de l'autre et tu profites pas des effets de réseau. Donc, compétition, c'est bien, mais c'est bien que les trucs un peu ils s'alignent au bout d'un moment ou en tout cas ils tentent de fonctionner un peu entre eux, quoi. Yo. Ouais, complètement. Yo, Salut, je voulais juste, j'ai pas regardé en détail comment ça fonctionne les BRC20, mais là, je regarde vite fait. Là, il y a un guidebook.io sur lequel ils décrivent rapidement comment ça fonctionne. Et en fait, c'est extrêmement inspiré de ce qu'a fait RGB et Tarot. En fait, hein, en gros, l'idée, c'est que dans RGB et Tarot, on va dépenser une UTXO pour pouvoir démontrer que on a fait une dépense et qu'on n'en a pas fait d'autres, qu'on n'a pas double dépensé. Et en fait, lorsqu'on va faire cette dépense de l'UTXO, on va cacher de l'information sur la manière avec laquelle on va transférer cette UTXO. Donc par exemple, si tu as imaginons, tu as t'as un token qui est conservé dans une UTXO, tu dépenses l'UTXO, et lorsque tu vas la dépenser, tu vas ajouter de l'information pour dire les jetons que j'avais dans cette UTXO, ils sont transférés à cette nouvelle UTXO maintenant, et c'est l'UTXO de la personne que tu veux payer. Et en gros, dans RGB et dans Tarot, cette information-là, elle est cachée dans une branche d'un arbre de Taproot, en fait, et donc c'est invisible quelque part. Mais par contre, il faut t'assurer de pouvoir transférer les données relatives au transfert de ce que tu viens de faire à tous les propriétaires suivants de l'actif en question. Donc, tu as ce qu'on appelle un problème de data availability, c'est-à-dire tu vas devoir, avant de faire l'envoi du token, tu vas devoir partager les informations sur tous les transferts précédents du token jusqu'à son Genesis pour que la personne qui est censée recevoir l'argent vérifie que tous les transferts se sont faits de manière valide et que le transfert que tu vas faire pour lui envoyer l'argent est aussi valide. Donc, c'est ce qu'on appelle la validation côté client. Et là, l'idée, manifestement, de ce que je vois en regardant rapidement, c'est la même chose, sauf que en fait, les informations relatives au transfert, tu vas les mettre dans une inscription ordinale. Donc en fait, ça utilise Ordinals, mais pas le protocole qui permet de dire comment s'échange un NFT lorsque je fais une transaction d'un NFT qui est issu d'une inscription. Mais c'est uniquement la partie inscription des données en fait qui est utilisée. Donc c'est vraiment faire la même chose. Donc quand tu vas faire un transfert, tu vas dire voilà, cette UTXO, elle est censée conserver elle est censée conserver un jeton, un BRC20. Je la dépense. Et lorsque je la dépense vers une adresse qui, quand je dépense cette adresse, ça va dévoiler un témoin. Et dans ce témoin, il va y avoir les informations sur comment je veux transférer la propriété des jetons. Et donc, notamment, tu vas pouvoir dire, en fait, sur mes jetons que je possédais, il y en a 100 qui vont aller à telle adresse. Et il y en a 10 qui vont aller revenir à cette adresse qui est à moi aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment juste la même chose que RGB, Tarot et compagnie. C'est juste que les données relatives au transfert des jetons, elles sont directement inscrites dans la blockchain via le système d'inscription qui vient d'Ordinal initialement. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais globalement, ça permet de ne pas avoir à partager ces données-là. On peut juste récupérer les informations sur la blockchain pour ça. Moi, alors, je pense avoir un peu compris parce que j'ai un peu joué avec les inscriptions. Donc, je vois un peu le jeu des transactions qui vont commit et qui vont après révéler la donnée qu'on veut, le JPEG, hein, en gros. Ce que j'ai du mal à saisir, c'est qu'une fois que tu as fait ta première, en gros, tu as défini ton jeton, lorsqu'après tu veux te le transférer de main à la main, à chaque fois, ça nécessite une nouvelle transaction on-chain ou ça se passe off-chain? La transaction, tu vas forcément devoir, tu vas avoir en gros, quand tu vas faire ton inscription, tu vas pouvoir dire les jetons, quand je crée les jetons, tu fais une inscription.
Et tu vas pouvoir dire, l'inscription, maintenant, elle est possédée par cet UTXO de la transaction. Et puis, quand tu vas dépenser cet UTXO, effectivement, tu vas devoir créer une transaction de commit et une transaction de reveal pour montrer un witness qui va spécifier comment les jetons qui étaient dans cet UTXO vont être redistribués dans d'autres UTXO. Et donc, tu vas avoir 2 transactions on-chain, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un transfert de ces jetons. Après, le truc, c'est que comme RGB et comme Tarot, c'est assez facile d'utiliser ça dans Lightning. L'idée va être que quand tu vas envoyer les jetons dans une UTXO, tu vas les envoyer dans une UTXO qui s'avère être l'UTXO d'un channel Lightning, en fait. Et donc après, il faut designer le protocole Lightning de façon à pouvoir toujours faire en sorte que tu puisses récupérer les jetons qui sont dans le channel de la bonne façon, quoi. Ok. Ça veut dire qu'en fait, là, pour l'instant, comme tout est on-chain, chaque envoi de token, c'est une transaction pas standard qui coûte un peu plus cher parce qu'il y a des données supplémentaires dans le witness. Je dis ça, c'est comparé au fameux JPEG. Une fois que tu l'as mint et que tu veux le transférer, les données du witness, après, c'est des transactions classiques, quoi. Ouais, mais là, la différence, c'est que tu es sur des jetons fongibles. Donc, oui. Il faut que tu spécifies à chaque fois comment tu les redistribues. C'est pour ça que tu es obligé à chaque transfert de faire une inscription. Donc, ça coûte beaucoup plus cher en frais encore, en fait. Ouais, enfin, alors bon, pour avoir les inscriptions, ça coûte. Tout le monde dit, ouais, ça coûte 4 fois moins cher, etc. Mais je peux vous dire que ça coûte quand même pas mal de blé de minter, même un truc pas cher, et avec le même pool actuellement, je peux vous dire que c'est quand même assez compliqué. Ouais, mais là, tu vois, ce qui est entre guillemets bien, enfin, je dis pas que c'est bien ou quoi, mais c'est juste que là, tu mintes pas une image, tu mintes juste un JSON. Donc, c'est beaucoup plus court en données, ce que tu mintes. Oui. Mais je suis totalement d'accord avec ta remarque. Hein. Ça reste plus cher quand même. Juste faire une remarque supplémentaire là, pour rebondir en fait sur les dramas qu'il y a pu avoir de censure, etc. Je trouve quand même que les JPEG, je sais pas si ça va rester populaire. Je trouve quand même que c'est un bon cas d'école pour voir comment on peut pousser Taproot. Alors que jusqu'à maintenant, en fait, on n'utilisait pas spécialement la technologie. Là, ça permet de réfléchir beaucoup plus à d'autres cas. Et même si on peut se dire, bon, là, c'est un peu inutile, etc., c'est du shitcoin, je pense que ça permet quand même de bien comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et du coup, même si ça vous intéresse pas trop le sujet, regardez comment au moins on fait une inscription, etc., à quoi ressemble la transaction. C'est plutôt, je trouve, assez intéressant techniquement parlant. Super, tu nous fais un petit tuto pour la chaîne. Oh là là, non, mais je suis en train de mourir dans mon coin à me plaindre dans les channels. Donc, non, je pousse. Lounès va m'expliquer, puis je ferai la vidéo. C'est mon taf avant tout. Ok, en tout cas, merci Panta et John pour l'explication. De mon côté, j'ai à peu près compris. Donc, si j'ai à peu près compris, c'est-à-dire que les gens ici ont dû à peu près comprendre, vu qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi techniquement. Nickel. On a eu une question de quelqu'un dans le chat. Il me demande de regarder son portefeuille financier et de l'évaluer. Et il nous a mis un magnifique screenshot de son portefeuille financier. Donc, ma réponse est assez simple. Ne fais jamais ça, mec. Pourquoi tu dévoiles à tout le monde ce que tu as? Outre que ton portefeuille est rempli de choses que, à mes yeux, n'ont pas vraiment de logique, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est, s'il vous plaît, tout le monde, ne mettez pas des screenshots de vos portefeuilles sur Twitter. Ah voilà, désolé, je sais pas, ça m'a perturbé beaucoup de voir tes avoirs. À la limite, fais-moi une pie chart si tu dois la partager à des gens, mais partage pas littéralement le nombre de jetons que tu détiens. Voilà, ce sera ma réponse en conseil financier pour toi. Et on avait une deuxième question. Ouais, juste, je peux compléter de manière générale, on fait vraiment pas de conseils. Oui, en plus. Il y a plein d'autres personnes qui donnent des conseils. Alors, je sais pas s'ils sont plus intelligents ou quoi, je juge pas, mais non, c'est pas du tout le sujet, quoi. Et pareil, finalement, la deuxième question, c'était si les États-Unis vont pas monter leur taux, est-ce que c'est un bon rendement de prendre de la dette à 5%? Pareil, pas de conseil financier. C'est à toi de voir si tu penses que tu veux de la dette du Trésor américain ou pas. Après, forcément, 5%, c'est plus rentable que 1%. Mais ça, je sais pas si c'est un conseil ou pas. Ok, donc on a fait les questions. Nickel. Eh ben, écoutez, ça fait 1h05 qu'on parle, plus de 100 personnes. Le space a été plutôt intéressant et animé, donc merci beaucoup à tout le monde. La dernière news qu'on avait, attends, les régulateurs américains, j'ai dit, donc pour l'instant,
pas de panique, hein, c'est pas passé le minage taxé à 40% et la plus-value crypto passée à 40%. De toute façon, il y aura beaucoup de débats et on pourra revenir quand on aura des vrais textes de loi un peu plus appliqués. Ça prouve simplement que l'État américain de l'administration Biden clairement fait un move contre l'industrie, surtout le proof of work, hein, parce que ça pollue. Je peux avoir une remarque vis-à-vis de ça? Ouais, vas-y. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Pour le hash rate, c'est super pour nous, ça va le décentraliser. Ouais, parce que le hash rate, il est quand même globalement bien concentré aux États-Unis. Voilà, enfin, c'est pas inintéressant si on pouvait faire partir un peu de mineurs des États-Unis. Ouais, je suis pas contre. Hein. C'est vrai. Après, je pense qu'il faut faire attention parce que les ricains, ils sont pas trop cons en business et je veux dire, le déplacer des États-Unis pour simplement que ce soit la même société détenue en bourse aux US qui est son centre d'implémentation de minage dans un autre pays, à quel point ça rend Bitcoin plus résilient. C'est finalement la même société qui a les machines, qui a le personnel sur place et qui plus tard mettra des gardes militaires autour de la ferme de minage. Donc tu vois, il y a aussi cette question qui peut pas être répondue, hein, mais il faut faire attention quand même à ça également. Mais je suis d'accord avec toi que autant ne pas tout avoir sur le sol américain. Oui, non, mais on connaît la capacité extraterritoriale à faire appliquer les lois. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Juste que dans l'absolu, ce serait pas mal quand même que, bon, voilà, il y ait moins de hash rate sur le territoire. Complètement d'accord. Le dernier sujet, mais je ne sais pas si on veut le traiter ou pas, donc c'est à vous de me voir parce que c'est plus technique, c'était sur Element et une solution de split de paiement Lightning. Ouais, c'est ça. T'as regardé un peu, tu veux dire 5 minutes et puis après on coupe le space? On a déjà parlé du splicing. C'est un vieux truc. Moi, j'aime bien. Ça devenait une arlésienne. Actuellement, lorsqu'on veut redimensionner les canaux Lightning, on peut pas vraiment. Donc, il faut le fermer et le rouvrir. Et le splicing, ça permet de redimensionner ces canaux sans avoir à les fermer et les rouvrir et sans perdre leur état. Donc, c'est super pour la liquidité de Lightning dans son ensemble et pour les opérateurs un peu professionnels, même pour les utilisateurs. Mais par contre, comme c'est que sur Core Lightning, la question, ce qui serait intéressant, c'est que les autres implémentations, alors surtout LND, hein, mais également Eclair, le supporte également. Quoi. Et alors, donc, ouais, on mettra des liens parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, donc je vois très bien le sujet. Pourquoi on en parle maintenant? Enfin, pourquoi ils m'ont remonté ça? Parce que c'est live, c'est en bêta. Pourquoi maintenant on en parle? Ou c'est juste quelqu'un l'a vu et nous l'a balancé? Non, je crois qu'il y a du merge de code qui a été fait sur le repo donc de Core Lightning, donc qui est développé par Blockstream et on le retrouve sous le nom Elements en fait. Ouais. Ok, super. Bon, parfait. Eh ben, écoutez, les amis, je pense qu'on peut clôturer ici. C'était un super space. Si vous avez la moindre question, posez-la tout de suite. Sinon, taisez-vous à jamais. Ou alors en commentaire ou en DM. Merci beaucoup, Panta, John, pour les explications plus techniques. Merci beaucoup, Théo, pour toute la partie économie et finance. Hâte de voir ce qui se passe. Si vraiment, exceptionnellement, c'est la merde demain ou après-demain, peut-être qu'on fera un hot space avec Théo pour essayer de faire un débrief. Mais si un tweet ça suffit, on fera un tweet. Enfin, on verra. Mais ça va être mouvementé, c'est cool. Merci à tous nos Patreons, merci à toutes les personnes qui continuent à construire des coups de Bitcoin au quotidien et avancer. On a quasiment fini de monter Sécurité 101, donc prochainement une nouvelle formation arrive. Et la semaine prochaine, on aura Jimmy de Swiss Bitcoin Pay en intervenant pour nous parler de sa solution, plus d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à revenir. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas qu'on est sur les plateformes de podcast 2.0, donc vous pouvez nous streamer des sats. C'est cool parce qu'en plus on essaie de faire que à terme les sats seront redivisés entre Théo, John, Panta et les intervenants. Ça peut être une tentative assez cool de faire un truc. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!